Hello à tous. Ça va Patrick? Bien, toi? Très Bien. On enchaîne cette journée marathon au Célio des Ternes pour annoncer un partenariat assez surprenant. Patrick Mouratoglou avec Célio en 15 secondes avant qu'on aille un peu plus loin après ton speech. Alors, c'est vraiment une histoire d'amitié. Sébastien est un ami, ses enfants sont à l'académie. Et puis il m'a dit, mais tu devrais faire ta propre marque. T'as ce qu'il y a de plus difficile à avoir. Tu as une marque qui est déjà connue dans le monde entier, dans le tennis. Tu as une visibilité qui est énorme. C'est ce que toutes les marques cherchent à avoir et tu l'as déjà, donc c'est dommage de ne pas le faire. Et c'est vrai que j'ai toujours, pour moi, ça a toujours été important les vêtements. C'est aussi comme ça qu'on se présente aux gens. Donc j'ai toujours dit que c'était très important. Et puis on s'est dit on y va. Et donc Sébastien m'a donné les moyens de le faire. Voilà, il m'a dit bah, écoute, je te mets à disposition les stylistes. Tu peux leur demander ce que tu veux. Et puis ensuite, il a fait fabriquer. C'est un métier que je ne connais pas. Et puis pour finir, il a accepté de distribuer dans les 10 plus gros magasins Célio la marque Mouratoglou. Donc je suis hyper content. Incroyable, parce que c'est ça en fait la différence. Tu avais déjà le M, mais là la différence c'est que tu es distribué maintenant. Oui, on distribue déjà sur notre site internet. On a un site de vente en ligne. Ouais. Mais enfin, le fait d'être dans des magasins chez la marque numéro 1 en France, que Célio c'est la marque numéro 1 en France, c'est quand même quelque chose. Allez là. Donc tu rejoins une team où il y a déjà Benoît Paire et autres Jules Marie. Est-ce que tu te verrais coacher Benoît Paire par exemple, maintenant que vous êtes un peu dans la même famille? Je me serais toujours vu coacher Benoît Paire. Évidemment depuis qu'il est chez Célio, mais je pouvais tout à fait l'imaginer avant. Moi, je le trouve passionnant, Benoît. C'est un joueur extraordinaire et c'est un joueur qui a du mal à gérer son émotion pendant les matchs. Donc il y a un vrai sujet et quand il y a des sujets à résoudre, c'est toujours intéressant. Très bonne réponse. Tu gères en parallèle Holger et Coco. Comment tu fais? C'est pas facile. Le point très positif, c'est que Holger, je commence à vraiment très très bien le connaître. Maintenant, ça fait 8 mois qu'on travaille ensemble et j'ai fait vraiment 90% des tournois avec lui, 90% des entraînements. Donc j'ai passé beaucoup de temps, je le connais vraiment par cœur. Coco, c'est pas du tout quelque chose qui est destiné à durer, mais elle est seule. Elle n'est pas forcément dans une période où elle était très bien. Et il y a Roland Garros qui arrive. Elle a fait finale l'an dernier, une grosse pression. Donc elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Et gentiment, Holger a dit oui. Donc je vais le faire pour ce Roland. Je vais me démultiplier. Mais bon, tu me connais, je suis un gros bosseur et je suis un passionné. Donc je pense que je vais y arriver. Énorme. Simona, on en est où? Simona, malheureusement, on n'en est nulle part. Terminé? Ah, pas du tout, non. Non, on en est nulle part parce que la Fédération internationale de tennis a un comportement qui est incompréhensible, pour pas dire inacceptable. Elle a montré, grâce à des expertises qui ont été faites par des laboratoires, que les compléments alimentaires qu'elle a achetés ont été contaminés. Et donc, elle est victime d'une contamination, ce qui a été le cas de pas mal d'autres sportifs dans le passé. Elle a montré ça en décembre. On est au mois de mai. Elle attend d'être jugée déjà depuis 8 mois qu'elle attend. L'ETF a repoussé trois fois maintenant son passage au tribunal pour des raisons incompréhensibles. Et je suis personnellement très en colère. C'est très irrespectueux de sa personne, de la joueuse qu'elle est, et même de sa santé mentale, parce que de la faire espérer à chaque fois qu'elle va pouvoir rejouer et puis repousser. Elle a le droit d'être jugée et on lui donne ce droit aujourd'hui et c'est absolument inacceptable. Donc je suis très en colère. Quand je disais terminé, c'était votre collaboration, c'était pas elle, Non, sa pas carrière. Non, c'est pas terminé du tout notre collaboration. Simplement, elle joue pas. Donc évidemment, je lui envoie les plans d'entraînement régulièrement, tous les jours d'ailleurs. Mais bon, elle est en Roumanie, elle s'entraîne. Et quand elle rejouera, je serai à ses côtés, évidemment. Il n'est pas question que je laisse tomber. Mentalement, ça doit être tellement dur à gérer. J'étais chez toi dans ton académie quand j'avais 13 ans. Il y a maintenant, j'espère bien Patrick, il y a maintenant 19 ans. T'as quel âge là? 52. 52, il y a 20 piges. Quasiment 53. Hein. T'en avais 32, t'avais 33 ans. C'est quoi la différence entre le Patrick de 33 et de 52? Je pense que j'ai pas changé du tout. Alors, je parle pas physiquement. Hein. Physiquement, j'ai changé un peu, mais... Encore plus beau qu'avant, déconne pas. Non. Non, mais dans la tête, je pense que je suis le même. J'ai la même envie, la même passion que j'avais à 32 ans. Je pense que à 32 ans déjà, je coachais de la même manière, à savoir que
Je cherchais à connaître le joueur et à inventer une méthode idéale pour lui. Ça a toujours été mon créneau. Et je pense que c'est la meilleure manière de coacher et la meilleure manière d'exploiter le potentiel des gens. Bon, simplement, j'ai vécu beaucoup plus d'aventures. J'ai fait des erreurs. Je les ai comprises. Donc, j'espère que j'ai progressé. Est-ce que tu peux nous parler d'Holger, qui est un des prétendants au titre? Nous raconter un peu l'envers du décor, à quoi ça ressemble, le bonhomme, tout ça, quoi. Oui, Holger, il est assez authentique. Donc, je pense que ce qu'on voit de lui dans les matchs, dans les entraînements, c'est assez fidèle à ce qu'il est finalement. C'est un gars qui a une envie, mais démesurée, qui est passionné. Il vit pour le tennis, il regarde des vidéos de tennis toute la journée. Ouais. C'est le truc de sa vie. Donc, c'est vrai que quand il joue des matchs, il met sa vie en jeu à chaque fois. Dans le passé, il avait beaucoup de mal à gérer son émotion. Il s'est fait déborder beaucoup de fois. Ça lui a coûté beaucoup de matchs. Et je pense qu'il a fait dernièrement des progrès énormes dans ce secteur. Alors, je dis pas que c'est parfait, ça l'est pas, hein, mais les progrès sont monumentaux. Ce qui explique aussi ses progrès d'ailleurs au classement. Et je pense qu'il y a encore une marge de progression. Une petite anecdote amusante avec lui? Je sais pas, alors là, il va falloir que j'en trouve. C'est vaste, je sais, mais Non, pour non, nous c'est faire pas comprendre. vache, c'est juste que Non, pas vache, vaste, mais pardon. pour nous faire comprendre Ouais, le bonhomme. Une anecdote sur Holger. Euh, Sinon, j'enchaîne et c'est peut-être que ça enchaîne. reviendra. Ouais. Carlos Alcaraz, comment tu trouves le joueur et qu'est-ce que tu trouves extraordinaire chez lui? Alors, Carlos Alcaraz, c'est un joueur exceptionnel, évidemment. Il a que 20 ans, il est déjà numéro 1 mondial, il a déjà un titre en Grand Chelem. Donc, c'est déjà en soi exceptionnel. Et je trouve hyper impressionnant sa manière de jouer. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est deux choses chez lui. La première, c'est sa capacité à jouer son meilleur tennis à chaque fois qu'il est en difficulté. Mais il joue un tennis incroyable quand il est en difficulté. Et la deuxième chose, c'est sa faculté à jouer son style, quoi qu'il arrive. Et je l'ai vu parfois très mal jouer, mais il continue à être aussi agressif de la même manière, du premier au dernier point. Et si ça marche pas, tant pis. Mais c'est pas un joueur qui va se mettre à défendre d'un coup, parce qu'aujourd'hui, il rate quelques coups d'attaque. Il est toujours fidèle à son style. Incroyable. T'es toujours en contact avec Serena? Moins qu'avant. Vous avez une question sur Serena, c'est ça? Je sais pas. Il n'y a pas de comment vous êtes séparés, comment est-ce que vous êtes amis ou pas? On s'est séparés parce que elle ne jouait plus depuis déjà 8 mois, elle s'entraînait pas et qu'elle n'avait pas du tout de visibilité sur son avenir. Elle ne savait pas si elle voulait rejouer, pas rejouer. Et que j'ai pas voulu attendre indéfiniment, que peut-être, d'ailleurs potentiellement, elle ne rejoue jamais. Donc je lui ai demandé si elle avait l'intention de rejouer. Et je lui ai dit que si elle avait l'intention de rejouer, évidemment, je serais avec elle. Mais que si elle ne rejouait plus, mon métier, ma passion, c'est le coaching, donc je voulais pouvoir coacher d'autres gens. Voilà ce qu'on s'est dit. J'ai fait pas mal de contenu à un moment avec Sam Sumik qui me disait je serais éternellement reconnaissant d'une Victoria Azarenka avec qui il a construit sa notoriété de coach. Est-ce que tu ressens un peu la même chose vis-à-vis de Serena? Je pense qu'on s'est aidés mutuellement, honnêtement. Évidemment, le fait d'avoir pu entraîner Serena et on a gagné 10 grands chelems ensemble, donc c'est monstrueux. Ça a été exceptionnel aussi pour ma carrière et ma visibilité, ça c'est sûr. Mais je pense que je l'ai aidée aussi. Elle était à un moment très difficile. Elle gagnait plus de grands chelems depuis 2 ans. Elle pensait qu'elle avait peut-être la possibilité d'en gagner un. Et puis finalement, ensemble, on en a gagné 10. Donc je pense que les vrais bons partenariats, c'est gagnant-gagnant. L'histoire est très très belle. Bon, à défaut d'avoir une anecdote peut-être avec Holger, une avec Serena, un truc sympa à raconter? Infernal avec tes anecdotes. Non, mais j'en ai pas. Si, Infernal le gars! non, mais si, Serena, il y a une anecdote incroyable, mais que j'ai déjà racontée, je pense. Mais le Roland Garros de 2015 qu'elle gagne, elle a 42 fièvres. Mais vraiment 40, hein, c'est pas une façon de parler. Et elle joue la deuxième semaine avec 42 fièvres. Et je me souviens qu'elle est au lit. Et elle n'arrive même pas à sortir du lit pour marcher dans la rue. Parce qu'à un moment, je lui dis, tu vas pas rester toute la journée dans la chambre. Lève-toi un peu, va quand même un peu marcher, t'aérer et reviens. Elle n'arrivait pas à se lever. Elle a gagné, elle a gagné Roland Garros en deuxième semaine en étant capable de faire aucun entraînement, aucun échauffement d'avant-match. Elle se levait, elle s'habillait, elle allait directement au match. Elle jouait le match, et elle retournait se coucher. 42 fièvres. Elle a gagné Roland Garros comme ça. Donc c'est pas exceptionnel, je ne sais pas ce que c'est.
Je crois qu'il faut qu'on termine. Un prono sur Holger Carlos Alcaraz, s'il devait se jouer. Un prono? C'est-à-dire sur Roland Garros? Pronostic sur Roland Garros, s'il devait se jouer. Ah bah je suis évidemment, je donne Holger gagnant. Quel score? En combien de 7? En 4-7. Vamos, merci Patrick. Et félicitations avec Célio. Merci. À bientôt.